Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Dans ce numéro, nous nous intéresserons aux startups. Les startups africaines dans le secteur des technologies ont attiré en 2016 plus de 220 milliards de francs CFA d'investissement, soit 30% de plus qu'en 2015. Un start-upper, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, c'est un jeune entrepreneur qui a un fort potentiel de croissance, qui utilise les nouvelles technologies et qui a un besoin énorme de financement. Les startups sont appelées à devenir rentables très vite. Google ou Amazon, que vous connaissez, ont commencé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ce sont des entreprises reconnues dans le monde entier. Au sommaire, grâce aux nouvelles technologies, de jeunes Ivoiriens innovent et changent notre manière de vivre dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, du recrutement. Enquête. Ensuite, nous vous ferons découvrir qu'est-ce qu'un incubateur et qui sont ces incubateurs qui aident les jeunes start-upers à réaliser leurs projets, leurs innovations, découvertes. Et puis sur le plateau seront présents le directeur général du VITIB, le président de la FAFED et un start-upper à succès qui a fait le déplacement spécialement de Cotonou pour répondre à nos questions. Pensez-vous qu'il soit possible à une coopérative qui se trouve à Bouaké de vendre ses ignames à un client qui se trouve à Abidjan rien qu'en utilisant un téléphone portable? Ou croyez-vous qu'un enfant qui doit faire ses devoirs le soir dans un village où il n'y a pas de lumière puisse éclairer ses livres et cahiers à partir de son cartable? Il y a quelques années encore, cela était impensable, mais aujourd'hui, c'est une réalité grâce à l'innovation de jeunes Ivoiriens. Alors, qui sont-ils? Dans quelles conditions travaillent-ils? De quel soutien bénéficient-ils? Ces jeunes entrepreneurs ont un impact significatif dans le quotidien de certains d'entre nous. Start-upers en série, c'est un reportage de Jean-Luc Bango, Oumaria Meogo et Jean-Louis Mendonça. Abidjan, plus de 2300 entreprises, dont 300 start-up. Les start-up, ce sont des petites entreprises. Elles se caractérisent par un fort potentiel de croissance, l'utilisation de nouvelles technologies et un important besoin de financement. Certaines sont des modèles de réussite, comme ICT4Dev, une start-up spécialisée dans l'agriculture. Elle a mis sur pied des solutions informatiques qui permettent aux agriculteurs de mieux gérer leur coopérative. Ça peut aller. Bon, essaie de t'ajouter toi-même dans la base de données, puisque c'est que tu es membre de la coopérative. Donc on va, voilà, ajouter. Guy est un des formateurs de cette start-up. Pour que cette innovation soit utile aux agriculteurs, il faut, avant toute chose, leur apprendre à utiliser l'outil. Toutes les données pour que les bières ne puissent pas vous confondre à d'autres personnes. Donc tu valides. En 3 mois, la société a formé une centaine de coopératives à une dizaine d'applications mobiles. À toutes ces personnes que nous avons ajoutées aujourd'hui, pour les féliciter, pour informer ces personnes-là qu'elles sont désormais connectées à partir de la coopérative Femmes de Sion. Il ne suffit pas de produits, mais il faut pouvoir vendre. Et il faut pouvoir bien vendre. Mais comment vendre? Or, les TIC sont un puissant canal de vente. C'est un puissant canal de communication. Et c'est un puissant canal aussi de formation. Puisque aujourd'hui, l'agriculture ne peut pas se pratiquer comme au temps passé avec les changements climatiques. Concrètement, ce sont des applications qui permettent aux agriculteurs de recevoir des informations sur le marché, comme des conseils agricoles, la situation du marché, à savoir l'offre et la demande, ou encore le prix du produit. Yannick est un jeune producteur de manioc. Il utilise l'une de ces applications Virtual Market, autrement dit, un marché virtuel. Tu m'avais parlé d'une application que... Oh oui, Virtual Market. Je suis toujours dessus. J'ai déjà même été sur la plateforme. De toutes les façons, ça va nous permettre de vendre un peu plus facilement. Après, je vais voir ça. Quand je serai au marché des Ipores, avec ce qu'ils vont me donner là-bas, je vais... Ça va beaucoup t'intéresser. Peut-être avec eux, ça peut être rapide. Oui, c'est ça. C'est ça même le but même de l'application. En tout cas, c'est ce que... Cette application permet à l'agriculteur de connaître le prix d'achat et de vente d'un produit. Mais avant d'utiliser l'application, Yannick se rend sur un marché proche de sa plantation pour se faire une idée des prix pratiqués. Il y a un champ de manioc. Maintenant, c'est presque arrivé.
Je viens vous demander comment est-ce que vous payez ici pour pouvoir venir vous vendre. 35 ou 40. 35 000 ou 40 000, ah, c'est ça. Mais si c'est pas petit là, parce qu'il y a petit là, nous on ne prend pas petit là, petit là, notre argent ne faut pas. On prend gros. Donc, bon, 35, 40, 50 000, ça ne peut pas marcher, 35, 40 forcément. 35, ou 40. Maintenant, si tu as la chance et tu viens qu'il n'y a pas de pareil sur le marché, tu peux atteindre 45. D'accord. Vous êtes venu pour voir le prix, est-ce que ça vous convient? Bon, compte tenu de mon échange avec la dame, je crois bien que, en fait, il n'y a même pas un prix défini même pour le marché. Est-ce que vous êtes prêt à venir vendre votre manioc ici? Bon, avec ce que je viens de vivre là, je pense pas. Je vais essayer d'autres alternatives comme Virtual Market et voir aussi comment ça va me sourire. Le prix proposé par ces femmes n'intéresse pas Yannick. Il préfère vendre sa production à 50 000 francs CFA la demi-tonne. Pour cela, il va utiliser l'application Virtual Market sur son téléphone et poster son offre. En moins de 10 minutes, 5 000 personnes vont être informées. A bien été enregistrée. Elle est valide jusqu'au 27 mars 2017. Donc vous allez attendre à ce que... Voilà, jusqu'à ce qu'on me contacte et puis voilà, essayer de faire une jonction entre le prix qu'elle m'a donné ici et aussi la demande, peu importe la demande de l'acheteur. À partir du moment où on réussit à me contacter, je peux vendre mon manioc tranquillement, pas de souci. 3 jours plus tard, Yannick a vendu 1,5 tonnes de manioc pour 150 000 francs CFA. Ces innovations en matière d'application, c'est Delmas qui en a eu l'idée. Fils d'agriculteur et informaticien, son expérience personnelle renforcée par sa formation lui ont fait développer des innovations uniques en Côte d'Ivoire. Mais comme tout perfectionniste, Delmas cherche toujours à améliorer ses applications. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur le serveur puis on les met en téléchargement. Là, ceux qui ont les mobiles, téléchargent. On a mis 2 à 3 ans de recherche et développement pour monter toutes ces applications. C'est maintenant que nous les introduisons sur le marché. Donc, ce sera peut-être après 6 mois qu'on voit les premiers retours sur investissement. La demande semble être là, elle est importante et les clients sont impatients de souscrire à nos différents services. Pour lancer sa start-up, Delmas a participé à de nombreux concours. Il a ainsi pu économiser 27 millions de francs CFA qu'il a investis dans son projet. Durant ces échanges avec ces populations, l'idée m'est venue de mettre en place une structure qui va se spécialiser dans le développement et l'intégration de solutions pour une agriculture moderne et plus efficace, quoi. Donc l'idée est partie d'un constat terrain. Pour gérer au mieux son entreprise, il a également participé à de multiples formations dont la gestion d'entreprise. Ici, il y a pas mal d'attestations de participation à des formations. Il y a ici, ça c'est archimédien et entrepreneur. Donc, il y a pas mal de formations auxquelles il faut essayer de participer pour développer son esprit d'entrepreneuriat et puis aussi développer son leadership. Avoir des idées est une chose, être entrepreneur une autre. Une vraie start-up doit être encadrée. Et sur le marché, des solutions leur sont offertes. Pour se développer, le start-upper peut faire appel à un incubateur ou un accélérateur ou les deux à la fois. L'incubateur lui offre un cadre de travail et lui apporte un renfort de compétences. L'accélérateur fait un suivi personnalisé, définit le modèle économique, le processus commercial et enfin, il aide le start-upper à lever des fonds. Delmas s'est appuyé sur tout ce process pour créer son entreprise, mais ce n'est pas tout. Il fallait qu'on ait nous-mêmes notre propre siège et qu'on puisse développer nos activités, qu'on soit à l'aise dans notre environnement. Donc aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Life Saving, le fonds d'investissement Life Saving Nadra qui est basé en France, qui détient environ le quart du capital de ICT4Dev. Le deal avec eux, c'était qu'ils nous injectent d'abord du capital, de l'argent frais pour nous aider à mettre en place la structure à l'intérieur. On a ouvert des bureaux dans les différentes villes. Maintenant, la next step, c'est de nous accompagner avec un appui financier pour
le décollage, pour tout ce qui est commercialisation, communication, marketing sur le terrain. Et aussi, une partie du stage va nous permettre de travailler sur d'autres innovations qui sont encore dans les pipes chez nous. Ils ont apporté combien? Ils ont apporté autour de 40 000 € dans un premier temps et en attendant une deuxième enveloppe de 40 000 € pour la seconde phase. En 6 mois, ce fonds a investi plus de 26 millions de francs CFA pour aider cette start-up. Si Delmas a ses propres locaux, la majorité des jeunes start-upers travaillent soit de chez eux, soit dans des coworking space au 4e étage de cet immeuble ADN Factory. Un coworking space de 250 mètres carrés, 10 startups y sont hébergées. Son dirigeant, Franck Berthaud. On a des offres qu'on appelle les box. Donc par exemple une entreprise qui s'appelle Link ici, Business. Donc eux, ils louent un espace dédié. Donc ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur espace. Ça, c'est un premier exemple. Donc dans cet espace ici, vous avez un open space avec plusieurs entreprises qui sont hébergées. Principalement des entreprises qui travaillent dans le domaine du net. Donc là, c'est ce qu'on appelle le studio. Ici, c'est vraiment le laboratoire des créatifs, le laboratoire des web développeurs. Chaque usage a une offre et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la modularité. Les locations sur l'année, c'est un paquet global de 500 000 francs qui comprend le mobilier, l'internet, qui comprend l'accès à la salle de réunion. Un espace de travail essentiel pour jeunes start-upers. Fousseni, 27 ans, est manager de Trust In, une start-up française qui vient d'ouvrir sa filiale ivoirienne. Cette entreprise repère et recrute de jeunes étudiants à la recherche d'emploi pour le compte d'entreprises étrangères. C'est donc chez ADN Factory qu'il fait passer ses entretiens. Je vous ai convoqué pour un entretien d'embauche pour une société qui évolue dans le domaine des coffres-forts. Une société française qui veut lancer ses activités en Côte d'Ivoire. Donc il s'agit principalement de faire de la prospection. Donc je vais te laisser te présenter. Silvio a un master en administration des entreprises. Mais est-ce que vous avez déjà participé à une étude de marché? Ok, moi déjà j'ai déjà fait une étude de marché pour mon propre compte. D'accord. Dites-nous concrètement et en quelques mots, quelle est la mission de Trust In ici en Côte d'Ivoire? Ça consiste simplement à accompagner les entreprises étrangères dans leur stratégie d'installation. Et en deuxième lieu, ça permet aux jeunes gens, aux jeunes africains de pouvoir bénéficier de ces offres d'emploi-là qui ne sont pas postées sur les sites de recrutement. Eux, ils arrivent à voir effectivement quelles sont les personnes qui ont le potentiel de pouvoir travailler. L'entretien va durer une vingtaine de minutes. Fousseni semble satisfait du profil de Silvio. Donc Silvio, il y a de fortes chances que je revienne vers vous avant la fin de la semaine pour essayer de vous dire si oui ou non vous êtes retenu. Mais d'ores et déjà, j'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Je vais faire le feedback à mes responsables. Et comme je vous l'ai dit, avant la fin de la semaine, vous serez situé. Pour se rémunérer, la start-up prend un pourcentage sur chaque personne placée en entreprise. Il varie entre 5 à 10% du budget alloué pour le recrutement. Pour élargir sa base de données, Fousseni cible les étudiants en fin de formation. Il se rend donc régulièrement dans les grandes écoles de commerce comme Supélite. Nos clients sont majoritairement constitués d'entreprises qui ne sont pas encore installées en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait logique et naturel que si vous participez à une mission et que les résultats de la mission permettent à l'entreprise de dire oui, le marché il est porteur pour moi, je veux m'installer effectivement. Je crois que c'est assez logique de demander aux gens qui n'ont pas déjà participé à la mission d'entamer cette nouvelle aventure avec moi parce qu'ils savent déjà c'est quoi mon produit. J'aimerais savoir, Trust In, trouve-t-il seulement des missions pour ces gens, pour ceux qui sont les adhérents, ou bien ils peuvent trouver au-delà des missions? Très très bonne question. Si l'entreprise me demande effectivement, moi je vais recruter des jeunes, vous m'intéressez comme interlocuteur, mais ce n'est pas dans le cadre d'une mission, mais je veux recruter la personne. Nous, tout simplement, on n'est pas là pour empêcher effectivement les membres de la communauté d'avancer. Au contraire,
c'est dans notre intérêt que vous puissiez vous insérer, gagner en compétences. Les entreprises demandent des profils qui ne sont pas toujours disponibles sur le terrain. Vous qui faites le lien, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Nous, on est du côté des entreprises, effectivement. On sait quels sont les besoins de celles-ci. En fonction de ces besoins-là, nous, on essaie de monter des modules, comme j'aime le dire, d'élaborer des formations, des thématiques sur lesquelles on va intervenir. Et je vous dis merci, encore merci et à très bientôt. Actuellement, plus de 5000 personnes sont inscrites sur la plateforme de TrustIn. Les startups fleurissent aux 4 coins du pays. La Côte d'Ivoire est résolument tournée vers le numérique. En 2015, 100 milliards de francs CFA ont été injectés pour le développement du secteur des TIC. Dans cette effervescence, certaines startups s'affichent comme des modèles. C'est le cas de SolarPack, dont Évariste Akoumian est le dirigeant. Il a créé le fameux cartable solaire. Déjà, nous avons réalisé 500 cartables que nous avons distribués gratuitement, mais c'était les tout petits. Donc, les remarques que nous avons eues sur le terrain est que nous devons faire encore plus grand pour que l'enfant puisse plus arranger les effets à l'intérieur. Comme ce grand sac que vous voyez, ça c'est, on peut dire, c'est le modèle que nous allons commercialiser maintenant. Le coût de ce sac est un peu élevé, mais nous ne comptons pas nous appuyer sur les parents. Bien qu'il y aura une vente un peu éclatée au niveau de la population, mais nous comptons vraiment nous appuyer d'abord essentiellement sur des fondations, sur des ONG, sur aussi des institutions pour pouvoir subventionner ce sac, pour pouvoir vraiment distribuer à grande échelle au niveau national. Le premier lot de 500 cartables a été fabriqué en Chine. Il a coûté 48 millions de francs CFA à la jeune entreprise. Mais cette année, il souhaite produire en Côte d'Ivoire. Nous voulons ramener une partie de l'usine en Côte d'Ivoire, sur la partie textile. Textile en Côte d'Ivoire pour pouvoir donner du travail à nos jeunes et aux différentes femmes. Et pour pouvoir réaliser ce projet, pour pouvoir mettre l'usine en place, nous avons besoin de 300 000 €. Soit 200 millions de francs CFA. Pour réunir cette somme, il va ouvrir le capital de sa start-up et lancer une recherche de fonds sur Internet. Les 500 premiers cartables ont été distribués gratuitement. Mais pour fin 2017, ce jeune start-upper s'est fixé comme objectif un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA. Le lendemain matin, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, Kouloukro. Dans cette classe de primaire, chaque élève possède un cartable solaire. De quoi changer la vie de ses écoliers. Debout, assis. Bien, alors, vous avez vos effets avec vous? Monsieur. Vos sacs solaires? Monsieur. Allez, soulevez-moi les sacs, je vais voir. Bien, j'espère que vous avez bien étudié avec ces sacs à la maison, n'est-ce pas? Monsieur. Ah, ok, vous baissez. Alors, qui va allumer son sac? Je vais contrôler pour voir si ça marche. Oui, allons-y. Dépêche-toi. Bien. J'ai toujours dit que chaque fois que je vais contrôler les sacs, ça va? Les sacs doivent être toujours gardés en bon état. C'est compris? Est-ce que les sacs solaires ont vraiment un impact sur le résultat de vos enfants? Cela vraiment a eu beaucoup d'impact sur le rendement des enfants parce que grâce à ces sacs, vraiment les enfants étaient un peu enclavés et ça leur a procuré un peu la lumière. Ça leur permet de réviser un peu les leçons à la maison, de faire les exercices correctement et en classe aussi, on sent réellement que le travail avance. Par exemple, pendant les évaluations des enfants, au niveau de la dernière évaluation, par exemple, qu'on lui a fait, vraiment, on a vu que les notes ont été vraiment améliorées et vraiment, les enfants aussi, quand nous contrôlons les exercices que nous proposons à la maison, grâce à la lumière que produisent ces sacs, alors ces enfants peuvent résoudre correctement les devoirs à la maison et le matin, ça nous facilite la tâche puisque la leçon est bien assimilée et donc cela est un plus pour la connaissance des enfants. Le village de Kouloukro n'a jamais eu d'électricité. Alors, pour pouvoir faire leurs devoirs le soir, les élèves chargent leurs cartables la journée en les exposant au soleil. À la nuit tombée, les sacs sont fonctionnels. Ces jeunes écoliers peuvent travailler. Liliane n'a pas copié l'histoire. Vous avez fait quel? Bon, vous faites qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Exercice. Quel genre d'exercice?
exercice de mathématiques. Avant qu'il n'avait pas la lumière, comment est-ce que ça se passait pour lui pour étudier ces leçons? Souvent, comme on n'a pas d'électrification, souvent la lumière qu'ils utilisent pour étudier, souvent nous aussi on utilise aussi pour faire autre chose de la cour. Donc là, ça les empêche aussi de se concentrer sur les études. Bon, en pleine étude, peut-être qu'il est concentré, on a besoin de ça pour aller se servir de la maison ou bien servir de faire autre chose. Là, en tout cas, ça déconcentre les enfants. Mais depuis il y a eu ça, en tout cas, il y a eu un changement. Vous avez vu une évolution entre la période où il n'avait pas cet outil et maintenant? Oui, en tout cas, il y a une différence. C'est quoi la différence? Bon, la différence c'est que avec la lumière, j'ai l'intention que ça commence à aller. La Côte d'Ivoire a gagné 20 places au dernier classement de l'indice mondial de l'innovation. Le pays est désormais au 108e rang. Il reste néanmoins en dessous de son potentiel. De retour sur ce plateau avec nos invités, il s'agit du docteur Samuel Maté, président de la FAFED. Il s'agit bien de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Tout à fait. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je suis aussi en compagnie du directeur général du VITIB. Bonsoir monsieur Philippe Pango. Bonsoir. Et notre start-upper, un jeune entrepreneur qui nous vient de Cotonou, Ulrich Sossou. Bonsoir. Bonsoir. On va faire le point de votre parcours. Vous commencez votre première entreprise à 19 ans. Oui. On est en 2006. Oui, c'était en 2006. Alors, comment vous vient l'idée? Enfin, c'était juste après le bac. Et je passais mon temps à aller au cyber et chercher des informations intéressantes, etc. Internet coûtait très cher en ce moment. Je pense que c'était 400 ou 500 francs l'heure au cyber. Donc, mon argent de poche ne suffisait pas vraiment. Donc, il fallait que je trouve des moyens de gagner de l'argent. Et en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé des opportunités, des personnes qui ont besoin de services sur des forums, etc. C'était des gens qui avaient besoin de sites web. Entre-temps, l'accès au cybercafé coûtait cher. Il fallait bien vous trouver de l'argent pour payer l'accès au cyber. Oui. Alors, donc, quelle solution? Au début, c'était aider le propriétaire du cyber à réparer les ordinateurs, à réinstaller. En retour, il vous donnait un accès gratuit? Oui. Intéressant. Voilà, donc souvent je passais toute la nuit là parce que dans la journée, il y a beaucoup de clients, il n'y a pas de poste libre, mais la nuit, il y avait souvent des postes libres. Alors je passais la nuit là et ensuite j'allais au cours le matin. Quelle est la première idée d'affaires? La première, c'était juste une entreprise de consulting où j'avais des clients un peu partout dans le monde. Le premier client était en France. Ensuite, j'ai eu des clients un peu partout en Suisse. Alors, vous êtes basé au Bénin. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un client hors du continent africain? Des personnes qui ont des besoins spécifiques ou des professionnels dans un domaine spécifique. Ils se retrouvent à des endroits, des forums, ils cherchent sur Google, etc. Donc, c'est quand même tout un art. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. À partir de là, comment vous avez évolué? En 2012, j'ai travaillé avec Stanford University, qui est aux États-Unis, et je leur ai développé un logiciel sur un de leurs projets de cours en ligne. C'est là que je me suis rendu compte que, au fait, si la plus grande université en informatique dans le monde a besoin de compétences en Afrique ici, c'est qu'il y a vraiment un grand besoin dans le monde entier. Et ensuite, j'ai travaillé avec un client qui était au Royaume-Uni, où je lui ai fait un projet, un petit truc qui a coûté 14 millions. Donc c'était rapide, vraiment. En 2 semaines, j'ai fini le projet et tout. Maintenant, 6 mois plus tard, ils m'ont appelé pour débugger le système. Et quand je suis entré dedans, j'ai pu voir la liste des clients et tout. Ils avaient plus de 5000 clients auxquels ils vendaient le produit à $1000 l'unité. Donc ça faisait 5 millions de dollars en 6 mois, 3 milliards de francs CFA. C'est là que je me suis dit, OK, je suis en train de me faire tuber, j'arrête. Ouais. Alors, à partir de là, vous passez à une autre étape? Ou alors vous commencez à créer de nouvelles startups? En 2014, j'ai lancé la startup que j'ai revendue dans la part. Alors, c'est important de revendre des startups. Pourquoi n'avoir pas continué avec cette startup finalement? Enfin, c'est vrai que la startup, en 1 an, on avait déjà plus de 10 000 clients dans le monde entier. Mais l'ambition que j'avais, qu'on avait parce qu'on était 2 dessus, ne correspondait pas à ce que
ça rapportait. C'est vrai que c'était beaucoup pour un contexte africain et tout, mais les gens qui les utilisaient, c'était des agents immobiliers qui ont peut-être 1 ou 2 maisons à vendre dans l'année. Ce qui fait que sur un seul client, on ne gagne pas beaucoup. On a besoin de beaucoup de clients. Et les agents immobiliers, il y en a pas des dizaines de millions dans le monde. Il y en a peut-être 2 millions ou 3 millions en tout dans le monde. Et on a remarqué qu'en continuant comme ça, sur 5 ans, on n'atteindrait pas la taille qu'on aurait aimé atteindre. Donc c'est là qu'on a décidé de la revendre. Vous l'avez vendu pour pouvoir faire autre chose. Oui. Alors vous avez gagné combien à peu près? On n'a pas le droit de le dire, en fait. Ah, c'est confidentiel. Oui. Pourquoi, quand on parle d'argent, finalement, tout devient confidentiel? Sur ce point-là, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est dans le contrat. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, une fourchette, plus d'1 milliard de francs CFA? Non. Moins d'1 milliard de francs CFA? Oui. Un peu moins? Oui. Pas très loin, au-dessus de 500 millions? Là, vous essayez de deviner. Ben non, on veut juste une fourchette parce que si vous êtes une source de motivation, il faut que vous puissiez vraiment motiver tout le monde. Ok, je peux donner un chiffre et dire que la première année, nous avons fait 80 millions de chiffre d'affaires. Vous, mais à cette époque, vous opériez vous-même oui. Donc, c'est déjà un chiffre peut-être qui pourrait vous satisfaire. Messieurs, lorsque vous voyez un jeune homme comme ça qui entreprend très tôt, c'est que c'est quand même assez rare, surtout sous nos tropiques. On a beaucoup d'autres jeunes comme lui. Nous, au niveau de la FAFED, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire. On voit des jeunes qui créent des entreprises très tôt, peut-être dans le domaine agricole, etc. Non pas nécessairement dans le domaine de la technologie, mais par rapport à l'âge, je pense qu'on a des jeunes, effectivement, nous, on le remarque quand on est sur le terrain. Il ne faut pas nécessairement avoir toute la formation de l'entrepreneur, mais il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer soit d'un incubateur ou bien en tout cas de partenaires qui eux apportent le complément à l'innovation qu'on a. L'innovation, c'est l'étincelle de départ. Ulrich, vous avez été bien entouré dès le départ? Je passais 18 heures de temps sur Internet. Oui. Donc, ce qui m'entourait, c'était les connaissances des autres. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par le terme innovation? Est-ce qu'il faut juste régler un problème local, donc au niveau national ou africain, ou alors il faut penser plus grand, plus vaste, plus global, songer à résoudre des problèmes qui soient au niveau international? L'innovation, ça peut être à plusieurs niveaux. Donc, quand on parle d'innovation, souvent on pense d'abord à une innovation technologique. Enfin, créer une nouvelle technologie qui va permettre de faire plus facilement, plus rapidement, etc. Quelque chose qui se faisait déjà. Mais il peut juste avoir des innovations au niveau du management, il peut avoir des innovations au niveau de la logistique, etc. qui permettent pour certaines entreprises qui ne sont pas du tout technologiques d'avoir vraiment cette forte croissance-là et de devenir très rapidement de grandes entreprises. Et c'est important. Parlons du financement. Ce monsieur qui est en face de vous croit qu'il est possible d'entreprendre à partir de 0 francs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette solution? Ma première entreprise, je l'ai démarrée, n'est-ce pas, à partir de mes fonds propres, avec 5 000 francs CFA. Et le premier mois, je me suis fait 1 million de francs CFA. Donc, en fait, pour nous, le 0 franc revient à dire que je démarre mon entreprise sans avoir recours à un financement extérieur. Et c'était quelle entreprise que vous avez débuté? Dans quel domaine? C'était dans le domaine de la formation informatique. J'étais parti chercher des étudiants en informatique. Je suis parti louer des ordinateurs. Et je suis parti ensuite négocier avec une école pour que les élèves de cette école puissent payer à l'avance, etc. Donc j'ai mis en place un système qui me permettait de pouvoir démarrer mon entreprise sans avoir recours, n'est-ce pas, à un financement extérieur, bancaire ou d'une autre personne. Intéressant. Ulrich aspire à être le Steve Jobs africain. Alors, on en parle. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Je ne peux pas dire, j'ai pas envie de le dire. C'est confidentiel. Quelles sont donc vos ambitions? Mon ambition actuellement, c'est dans les 10 prochaines années, de participer à la création d'une entreprise qui aurait au moins $1 milliard de capitalisation. Dans les 5 prochaines années, au moins plusieurs entreprises de $100 millions de capitalisation. 1 milliard? Oui. 1 milliard de dollars. Alors, c'est intéressant. C'est ambitieux, vous avez dit en 5 ans? 1 milliard. 1 milliard de dollars en 10 ans. Oui. Et à partir de 0 francs. Oui. Et aujourd'hui, vous pesez 500 millions. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Alors, il n'assume pas. 500 millions, c'est quand même un peu ridicule comme somme, je trouve. Ouh là là. Ça me dérange un peu. Au fait, je vois que les gens parlent beaucoup d'argent et ça me dérange. Et 500 millions, c'est pas beaucoup.
Alors, sur le financement, comment on arrive à financer, comment on s'organise pour financer ces startups? Parce que dans tous les cas, il faut réussir à les financer. Vous avez même recommandé que l'État puisse organiser un financement donc, étatique. Est-ce que c'est possible? On a le VITIM qui est représenté avec le soutien de l'État. C'est une initiative de l'État. Oui, bien sûr. Le VITIM, c'est une entreprise qui est en charge de la zone franche de Côte d'Ivoire, qui est dédiée au secteur des TIC de la biotechnologie, qui offre donc un espace où les entreprises d'ici et d'ailleurs peuvent bénéficier de 0% d'impôts, 0% de douane. Mais pour ce qui est de l'incubation et du financement de start-up et tout ça, l'autre ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la poste et de la communication, a fédéré toutes les structures sous sa tutelle pour créer une fondation, la Fondation Jeunesse Numérique, qui finalement offre du financement, mais comme il a dit, ce n'est pas que le financement. Surtout un accompagnement, du coaching, un accès à des mentors, un accès à nos cartes de visite de tout un chacun. C'est un incubateur. C'est un incubateur, voilà, c'est un incubateur. Alors, merci, ça nous donne donc l'occasion de rebondir sur notre prochain sujet. Avoir des idées, aussi bonnes soient-elles, ne veut pas dire être un entrepreneur. Pour pallier à cette problématique, les start-upers peuvent se tourner vers un incubateur ou un accélérateur, ou les deux à la fois. L'incubateur offre un cadre de travail et apporte un renfort de compétences. L'accélérateur fait un suivi personnalisé, définit le modèle économique et le processus commercial et lève des fonds. Il en existe une quinzaine en Côte d'Ivoire et c'est devenu un véritable business. Qui sont ces entreprises qui aident les startups à grandir et à devenir plus performantes? Incubateur, accélérateur, un business gagnant-gagnant. C'est un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Noël Kouakou. Abidjan, capitale économique. Ces dernières années, l'État ivoirien a mis en place une vraie politique entrepreneuriale. Elle a favorisé l'éclosion des incubateurs de start-up. Leur mission, héberger, conseiller et financer. Depuis, une quinzaine d'entreprises spécialisées dans l'incubation ont vu le jour. Les plus en vogue, Orange Fab, Business Achievement Center et Akendewa. Cet homme, c'est Jean-Patrick Eouman. Il a fondé l'incubateur Akendewa en 2009. Ce matin, il dispense une formation à une centaine de jeunes promoteurs de projets. Quand Facebook a été créé, les jeunes hommes ne pensaient pas que peut-être Facebook allait être utilisé à Boisseau. Facebook était pour les personnes qui sont dans un certain type d'école. Ça a commencé d'abord dans son école. Il voulait interconnecter les gens de son école, que chacun puisse voir le profil de l'autre. Après, il s'est dit ce serait intéressant de l'élargir. Il y a certains, ceux qui sont attirés d'abord par l'argent, ils allaient s'arrêter à l'école, ils allaient dire bon, maintenant que j'ai les 500 000 personnes de Harvard, à partir de maintenant, chaque personne de Harvard doit me donner 1000 francs. Ça fait 500 000 multiplié par 1000 francs, ça fait combien? 500 millions tous les mois. Les gens de Harvard, ils vont payer, c'est rien. 1000 francs, c'est rien. Tant que ça marche. Mais il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Formés sans débourser un centime, plus de 5000 jeunes sont incubés chaque année par Akendewa. La société se rémunère grâce à des financements publics et privés. C'est quoi l'importance de ces sessions de formation? Cette session de formation est très spécifique en partenariat avec les mairies parce qu'elles ont besoin de peaufiner les projets des personnes qui vont bénéficier de fonds de leur part. Donc nous, mon travail en tant que coach, c'est de les emmener à mieux présenter leur projet de sorte à ce que le financement puisse venir le plus vite possible. Et au-delà du financement, qu'ils puissent avoir des armes, sinon les savoir-faire nécessaires pour pouvoir mieux exécuter leur projet. Un programme d'un mois de formation lui font gagner 365 millions de francs CFA. Autre acteur sur le marché, Orange Fab, filiale ivoirienne du géant européen des télécoms Orange. Cet incubateur, comme les autres, aide les startups à croître plus rapidement. Sa différence, offrir un accompagnement financier en échange d'une prise de participation dans la future start-up. Sadamoudou Kaba, expert en télécommunications formé à Londres, en est le directeur. Il rend visite à une start-up spécialisée dans la conception d'applications médicales. Ce programme remporte un franc succès. On a 13 prestataires déjà qui utilisent la solution. D'accord. Et vu que nous avons un mois en fait de gratuité que nous leur offrons pour pouvoir déjà se familiariser à la solution, prendre la main. Donc il y a 13 prestataires qui sont sur la plateforme et il y a 4 qui
qui ont fait des promesses de paiement. Ça, c'est une solution de prise de rendez-vous médical, une solution qui existe déjà. À l'origine, ce n'était pas la solution avec laquelle ils sont rentrés à Orange Fab, mais c'est un axe de développement pour eux. Nous le soutenons. Ça répond à quoi ces visites chez certaines startups que vous avez eu à accélérer? Nous disons Orange Fab une fois, Orange Fab toujours. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on essaie de faire, de continuer à les guider, à les orienter et leur permettre d'éclore. Est-ce qu'ils bénéficient de votre réseau d'affaires pour pouvoir booster leur activité? Clairement. Par exemple, l'Institut de cardio, nous avions déjà travaillé avec eux, avec une autre start-up. D'ailleurs, c'est une institution, je pense, qui est très portée sur l'innovation, sur la qualité du service et qui veut vraiment suivre ses malades de la meilleure des façons. Et donc, avec qui nous n'avons pas grand mal à travailler. Chaque fois que nous leur recommandons de nouvelles solutions, ils accordent la plus grande attention pour analyser, pour voir et donner la chance à ces produits d'avancer. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être passé à l'accélérateur Orange Fab? Nous avons eu un accord financier, premièrement. De combien? De 10 millions de francs. Et en plus de ça, à l'entrée du Fab, nous avions peut-être une idée de notre solution. Et à la sortie, on sort avec un produit beaucoup plus mature. Outre la notoriété de l'entreprise, les start-upers bénéficient du soutien d'une entreprise internationale sans rien débourser. De quoi faire des jaloux. Orange Fab, victime de son succès, on accuse l'entreprise de vol d'idées ou de projets. Les idées, tout le monde en a. La même idée, des milliers de personnes l'ont. Ce qui fait la différence, c'est celui qui met à exécution. Donc, je pense que les porteurs de projets, les fondateurs, doivent se préparer. Et la préparation requiert que, justement, ces idées soient protégées. Et la loi est là pour cela. Nous sommes à Cocody-en-Grès, au siège de Business Achievement Center. La construction de ce centre a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Son fondateur, Désiré Conan, expert comptable, il détient le plus ancien des incubateurs de Côte d'Ivoire. Ce palier, il y a une trentaine de bureaux. Mais ces bureaux-là auront la spécificité en grande partie d'être utilisés pour les jeunes entrepreneurs que nous allons héberger à raison de 6 par bureau, parce qu'il y a 6 plages horaires chaque jour que nous avons déterminées de 2 heures. Donc il y a une plage horaire globale de 12 heures dans une journée qui part de 8 heures à 20 heures. Et chaque jeune utilisera le bureau à raison de 2 heures par jour dans un nouveau projet que nous appelons programme d'accompagnement et de réseautage des jeunes entrepreneurs. Combien va débourser chaque jeune pour bénéficier de ces commodités? Ils auront donc l'utilisation des bureaux. Ça fait environ 2 heures par jour, 10 heures par semaine et 40 heures par mois. Ensuite, ils bénéficieront totalement de l'assistance comptable. Ils bénéficieront également de l'assistance juridique. Ils bénéficieront en outre de la formation, au minimum une séance de formation par mois. Ils bénéficieront également d'une séance de notre club affaires où on réunit en général des jeunes entrepreneurs une fois par mois qui échangent sur leurs pratiques autour d'un thème mensuel que nous avons défini. Ils vont également bénéficier possiblement de l'accompagnement financier, mais ça c'est optionnel puisque c'est avec des partenaires financiers qu'on fera cela. Mais combien débourseront ces jeunes? On va se dire dans une fourchette raisonnable entre 250 et 300 000 francs. Sa société incube une centaine de start-up par an. Elle est en constante progression. Retour avec Jean-Patrick Eouman, l'incubateur Akindewa. L'une de ses plus grandes fiertés, cette start-up SynetPay. En 2 ans, cette société spécialisée dans le paiement mobile s'est imposée au Mali et au Burkina Faso. En 2016, elle a réalisé 1 milliard de volume de transactions monétaires et travaille avec les plus grands opérateurs de téléphonie mobile. Vous êtes sûrement les premiers dans tout le réseau mondial de fonds d'instituts à pouvoir intégrer un moyen de paiement mobile qui permet aux Africains de pouvoir acheter sur les sites européens et américains. En 2017, nous devons être présents dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest.
Et l'objectif, c'est qu'en 2018, nous puissions être présents dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc au premier trimestre, nous devons être présents au Mali et l'effectivité de cette action, elle est déjà, la société, la filiale SNETP Mali est déjà créée. On est en train de signer avec l'opérateur Orange Money Mali pour pouvoir intégrer le mobile money du Mali. Le deuxième trimestre de l'année, nous devons être présents au Sénégal. Le troisième trimestre de l'année, nous devons être présents au Togo. Et puis le quatrième trimestre de l'année, nous devons être présents au Bénin. Cette start-up est l'une des start-up que vous avez accélérée. Alors, quelle est l'évaluation aujourd'hui que vous faites? Sur les 25 startups qui étaient en course au départ, il n'y en a que 9 qui ont réussi. Et parmi ces 9-là, il y en a 4 qui se démarquent très nettement vis-à-vis des autres. Et SNETP est sûrement l'une des top 2 ou top 3. Martial bénéficie toujours du soutien d'Akendewa. Jean-Patrick entrera dans le capital de la start-up si elle réalise plus de 2 milliards de transactions par an. Dans un premier temps, ils nous ont appris à croire en nos rêves. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, il faut croire en nos rêves. Dans un deuxième temps, ils nous ont amenés à penser grand, à rêver grand. Si on n'était pas passé au fond de l'institut, on serait toujours en train de penser petit, en train de croire que ce n'est pas possible, en train de croire que c'est impossible en Afrique, c'est difficile, on ne peut pas le réaliser en Afrique. Pensez déjà à faire payer les entreprises occidentales pour un produit made in Africa. Ça, c'est l'idéal. Akendewa n'accompagne pas uniquement les jeunes entrepreneurs. La société a lancé récemment un vaste programme d'incubation pour des personnes sans projet. Gratuitement, 4500 jeunes se sont inscrits pour prendre part à ce programme financé entièrement par l'opérateur Move Côte d'Ivoire. Jean-Patrick appelle cela de l'incubation par l'éducation. Vous avez fait LinkedIn tout à l'heure, mais je pense avant ça, vous avez eu 2 autres formations, c'est bien ça, hein? Vous avez fait quoi d'autre? Technique de recherche, parce que chercher sur Internet, c'est tout un art. Il y a une manière de chercher, il y a des requêtes bien spécifiques pour tomber sur des résultats bien spécifiques, des résultats géolocalisés par exemple, des résultats adaptés au mobile. Donc toutes ces choses-là sont très importantes à savoir si vous voulez utiliser les technologies de manière optimale. Est-ce que cette session de formation s'inscrit dans le métier de l'incubation que vous avez déjà? Alors pour nous, l'incubation et l'accélération sont des choses qui peuvent être faites à plusieurs niveaux. Ces jeunes-là, pour l'instant, n'ont pas forcément commencé à entreprendre, sinon à créer des startups. Mais pour pouvoir avoir des idées de startups, pour pouvoir essayer de résoudre des problèmes avec des solutions technologiques, il faut à un moment donné savoir ce qui existe et comment ce qui existe fonctionne. Comme ça, vous avez l'esprit qui est beaucoup plus ouvert pour prendre des décisions, pour se dire « Ah, ça, je peux ». L'information crée la situation. Si vous avez l'information, vous pouvez vous engager dans quelque chose qui est un peu plus risqué que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, c'est une sorte d'incubation, mais par l'éducation. Retour chez Désiré Conan. Notre expert comptable fait du coaching personnalisé. Josiane Nomel est à la tête d'une entreprise depuis 4 ans. Et même si sa société fonctionne très bien, 2 fois par semaine, elle se fait coacher. Le plus important dans le travail que nous sommes en train de faire, c'est de te ramener en tant que dirigeant d'entreprise à ton humanité. Parce qu'avant tout, le dirigeant, c'est un être humain. Et c'est l'être humain qui conduit les autres êtres humains. Or, le pouvoir ou la quête du pouvoir nous met le plus souvent à un niveau où on perd cette humanité. Et le coaching, c'est à ça qui va te ramener progressivement. Monsieur Désiré, c'est quoi l'objectif de cette rencontre? En tant que dirigeant social, l'accompagnement que nous faisons ici, c'est comme si nous incubons l'esprit entrepreneurial, mais que nous l'emmenons à un niveau de performance. C'est une entreprise qui existe, qui a donc des difficultés au quotidien, mais qui a surtout des objectifs à atteindre. Et les difficultés étant une évidence, les évidences ne peuvent pas être considérées comme des problèmes, c'est des données. Donc ces données-là, nous en tenons compte et nous nous projetons vers des solutions qui nous permettent de lever ou de passer ces difficultés. Au lieu d'encadrer chacune des personnes au sein de l'entreprise, c'est d'encadrer suffisamment le dirigeant pour qu'il arrive à conduire l'équipe qu'il mène.
Et le coaching, il est forcément personnalisé ou vous le faites de façon éclatée avec vos start-upers? Toujours personnalisé. Chaque coaché a une problématique qui influence sa gestion. Et en tant que coach de gestion, ce que j'apporte, c'est identifier ses difficultés pour lui permettre d'avoir à les surpasser pour que la performance s'installe. Madame, pour vous, c'est une dépense ou c'est un investissement? C'est pas une dépense. C'est un investissement sur mon bien-être. C'est la même chose quand je vais faire des soins de beauté. C'est la même chose quand je vais faire des soins de relaxation. Mais ça, c'est plus émotionnel, c'est plus professionnel aussi. En moyenne par an, vous investissez combien dans le coaching? 300 000 par mois, donc c'est toute l'année, c'est multiplié. 300 000 par mois? 3,6 millions. 3,6 millions. Une séance de coaching coûte 100 000 francs CFA de l'heure. Certains entrepreneurs viennent jusqu'à 8 fois par mois. Cela rapporterait à ce dirigeant 2 millions de francs CFA par mois. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement qu'en Côte d'Ivoire, c'est de l'incubation qu'on fait? La grosse difficulté est que l'incubation n'est pas une notion définie suffisamment en Côte d'Ivoire. L'incubation suppose que celui qui vient se faire incuber, se faire accompagner, dispose de moyens ou d'outils suffisants pour lui permettre en fait de s'épanouir, surtout de s'implanter. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il y a de vrais incubateurs. Est-ce que ça joue sur l'éclosion même des startups? Est-ce que ça a un impact? Ah oui, naturellement. Quand on n'a pas de méthodologie, on n'a pas de méthode, ou on n'a pas les outils pour épanouir la jeune entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la jeune entreprise peut se sentir flouée. Qu'est-ce qui crée la confiance entre quelqu'un qui a une idée, qu'il veut explorer, qui vient voir quelqu'un qui ne lui donne pas suffisamment de garanties, par exemple, pour pouvoir mettre en œuvre cette idée. Mais au pire, ce jeune-là peut avoir peur que son projet lui soit volé. Donc, que l'État arrive à définir ce qu'il entend par l'incubation et qu'il arrive à le codifier. Nous retrouvons le directeur d'Orange Fab. Il est en rendez-vous avec Patrick Mbeng, patron d'une entreprise de télécom. La force d'Orange Fab, mettre à disposition des start-upers un accompagnement quotidien, dispensé par les plus grands entrepreneurs ivoiriens. Chaque semaine, ce businessman aguerri partage son expérience gracieusement. Cela s'appelle un mentor. Des gisements d'innovation, d'opportunités pour des filières traditionnelles que sont la pêche, l'agriculture, la santé, tout ça. Et j'aurais souhaité avoir des projets plus innovateurs, plus disruptifs pour ça. Il y a une dizaine de startups. Donc on a un backlog à l'arrière. Il y a 4 autres qui, eux, vont être dans une phase plutôt d'incubation, qui, eux, sont dans le secteur que tu appelles disruptif et tout ça. Et ça va permettre de créer la rupture sur le marché. Quels sont les critères du choix? Les mentors, on a dit, pour nous, c'est des capitaines d'industrie. Des gens qui, sur le marché, ont démontré leur expertise, leurs compétences dans leur domaine, ont développé leur entreprise, ont réussi dans ce qu'ils font et puis sont prêts. En général, ils nous acceptent, ils décident de donner un peu de leur temps. Parce que ils le font à titre gracieux. C'est du bénévolat, on peut appeler ça comme ça. C'est pas du tout. C'est du bénévolat, c'est sûr, mais ça nous profite d'une certaine façon. Parce que ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs de l'écosystème, d'identifier des jeunes pousses avec lesquels on pourra partenariser à moyen terme. Parce qu'on ne peut pas tout faire. La technologie est tellement vaste, variée, qu'on ne peut pas se spécialiser dans tout. Donc quand on cote des jeunes ça leur permet d'atteindre des niveaux d'expertise sur des plateformes particulières, pour nous, c'est des partenaires co-traitants, peut-être sous-traitants dans le temps. Donc d'une certaine façon, on gagne. Concrètement, qu'est-ce que vous allez leur apporter? On va leur apporter déjà notre expertise, on va leur apporter des réponses concrètes à des problématiques qui se posent. Là où nous on a mis des années pour construire des solutions, on leur donne la capacité d'accélérer la possibilité de construire leurs solutions et on permet de leur apporter tous les facteurs clés de succès dans leur parcours. Allez, merci. Orange investit chaque année 150 millions de francs CFA dans son incubateur. En 2 ans, le programme d'Orange Fab a permis à 8 startups d'émerger. 8 startups qui ont bénéficié d'une aide financière de 10 millions de francs CFA chacune.
De retour sur ce plateau avec nos invités. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le directeur général? Je profite d'ailleurs pour féliciter un peu vos réalisateurs pour cet élément qu'on vient de voir. Il est très bien fait. C'est une très belle image de la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, en 2012, en tout cas, quand moi je rentrais dans mon pays, je parlais d'incubation et vraiment, ce n'était pas encore un mot à la mode. Alors qu'aujourd'hui, vous regardez, on vient de voir une demi-douzaine d'entre elles qui ont pignon sur rue ici à Abidjan. C'est-à-dire que vraiment, les choses ont évolué. Les choses ont évolué, donc il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Il manque encore quelques éléments. Vous savez, le porteur de projet aujourd'hui a besoin d'être accompagné sur tellement d'aspects. La protection intellectuelle, par exemple, la propriété intellectuelle, c'est nouveau ça pour nos porteurs de projets. Il manque ces différentes strates d'investisseurs, les angels, ceux qui investiraient 300 000 $, 500 000 $, qui le revendraient le business à d'autres qui en mettent $1 million, ensuite à 5 millions $. Bref, tout cet écosystème de financement par vague. Alors, comment on arrive à l'organiser? Il faut l'encadrer. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État de mettre en place le cadre qui permettra à ces incubateurs de progresser? Quel est votre avis dessus? L'idée d'incubation est naissante dans notre pays. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le premier start-up incubé dans l'incubateur, c'est l'incubateur lui-même. En ce sens que beaucoup sont en train d'expérimenter l'incubation. Donc, l'État a sa part à faire dans d'autres parties du monde. L'État injecte des fonds directement. Aujourd'hui, l'État, à travers le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, a décidé de créer une fondation, la Fondation Jeunesse Numérique, qui non seulement donne des fonds, mais accompagne, donne du coaching. C'est de l'incubation vraiment ciblée dans certains secteurs. Donc, l'État a une part à faire, ça c'est sûr. Monsieur le directeur général du VITIB nous dit que c'est un domaine qui est neuf. Alors, est-ce que c'est parce que c'est neuf qu'on doit laisser les choses aller comme ça, ou alors est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut quand même encadrer ce secteur? On se rend compte qu'on a en face, n'est-ce pas, des jeunes et où on a des terminologies incubateurs, pépinières, pouveuses, accélérateurs. Le jeune ivoirien, le jeune africain embrouillé devant toutes ces terminologies. On a entendu parler d'incubation, de formation, etc. Donc, il n'y a pas encore réellement un consensus autour de cela. Est-ce qu'il faut y arriver? Et je pense que ce consensus, il faut y arriver. Mais pour arriver à ce consensus, déjà sur le terrain, il faut une approche, il faut des centres intégrés. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a également un problème d'encadrement et de légiférer. Mais légiférer devient difficile parce qu'on est dans une économie de marché et il devient difficile d'imposer, disons, des lois sur une économie de marché dans des secteurs comme ça. Mais à la fois, il est très important de pouvoir voir de quelle manière, par exemple, l'État arrive à protéger ces jeunes et à encadrer, sans pour autant enlever cette partie, cette dynamique de l'économie de marché. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vu sur le reportage, par exemple, qu'on nous disait que le Akenedewa, il prend une participation, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai eu des cas sur le terrain où on a des incubateurs qui demandaient des participations de 90% du capital. Ce sont des choses, par exemple, qui peuvent être interdites dans un certain sens. Et également, l'autre problème qui se pose véritablement pour moi au niveau des incubateurs, c'est la disponibilité de compétences. Et je mets au défi, monsieur le directeur du VITIB, de nous dire qu'on n'a pas un problème de compétences. Parce que... C'est quoi le problème de compétences? Parce que pour moi, le problème de compétences, c'est qu'aujourd'hui, en face, on a des jeunes qui veulent entreprendre. Il a parlé du VITIB, de la Fondation de la Jeunesse Numérique. Mais est-ce qu'on a assez de coachs et de mentors de qualité pour encadrer ces jeunes? Monsieur le directeur général, vous avez été interpellé directement. Il n'y a pas suffisamment de coachs pour encadrer ces jeunes, selon le docteur Maté. Quant au secteur naissant, il doit d'abord rechercher et cibler ceux qui vont être les locomotives de ce secteur. C'est-à-dire vraiment les perles rares. On ne va pas incuber tout le monde. On met en place un processus de sélection très rigoureux pour ne sélectionner que les meilleurs. Et ces meilleurs-là, moi je suis d'avis qu'il y a, mais alors là, il y a de la compétence dans notre pays pour accompagner ces gens-là. On en a vu dans ce reportage. Nous, au VITIB, dans l'incubateur que nous avions, qui s'est mis aujourd'hui en fondation, on a une promotion de 17 entreprises qui est passée à travers notre incubateur.
Mais les meilleurs élèves de cet incubateur aujourd'hui sont en train de revenir au VITIB, non pas en tant qu'entreprise qui veut se faire incuber une deuxième fois, mais en tant qu'entreprise vraiment qui a grandi et qui a un projet et puis qui a obtenu le financement qu'il voulait. Pour vous, c'est un vivier de coach. Non, c'est la preuve qu'ils ont eu l'accompagnement qu'il fallait. Donc vous confirmez que sur le terrain, il y a des personnes de qualité qui peuvent accompagner de façon efficace. Absolument, on a des gens, des personnalités ici qui ont l'expérience accumulée, qui vraiment alors là, qui sont capables de coacher, mais alors très bien. Le problème ici n'est pas que il n'y a pas de compétences. Je ne parle pas de compétences d'existence en termes quantitatifs, d'existence de compétences zéro. Je dis qu'il n'y en a pas assez. On a essayé de promouvoir l'entrepreneuriat tout en ignorant les dispositifs qui vont permettre une éclosion véritable de l'entrepreneuriat. Notamment, par exemple, on a la fiscalité, on a l'accès au marché, on a la corruption. Parce que si moi, je suis entrepreneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que je crée mon entreprise et 2 mois après, les impôts doivent venir avec un gros bâton sur moi, je ne la crée pas, je mets la clé sous le paillasson. C'est une problématique qui intéresse tout le monde. Vous voulez réagir rapidement dessus et on va conclure. C'est le rôle de l'incubateur de préparer le porteur de projet à ce monde-là qu'il va affronter. Ce monde qui n'est pas parfait, qui n'est pas rose, où il y a de la corruption, où il y a ceci, il y a cela, où il faut avoir un bon carnet d'adresses pour pouvoir ouvrir certaines portes ici et là. C'est le rôle de l'incubateur. Je suis entièrement d'accord avec l'approche ciblée parce que lorsqu'on a commencé notre incubateur à Cotonou, il y a à peine 2 ans quelques mois, on a commencé avec 5 entrepreneurs. Maintenant, on a un écosystème de 60 entrepreneurs, 12 entreprises. Donc, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on apprend à des jeunes comment faire certaines choses, ils peuvent partager ce savoir. Donc, on a une croissance exponentielle. Nous-mêmes, quand on commençait, on n'imaginait pas qu'en 2 ans, on serait avec une 60aine de personnes qui sont dans notre écosystème. Donc, par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes ou de personnes même en général en Afrique qui savent vendre leurs produits, rester juste ici avec un ordinateur et avoir en quelques mois des milliers de clients dans le monde, si moi je l'apprends à 10 personnes et qu'un an plus tard, ces 10 personnes l'ont appris aussi, chacune à 10 personnes, ça fait une centaine de personnes comme ça. Mais on commence par une élite. Alors, question, l'avenir des nouvelles technologies en Afrique de l'Ouest, vous avez un village des technologies, de la biotechnologie. Alors, quelles sont les perspectives? Le VITIB devrait pouvoir apporter quoi à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest? Le VITIB, c'est le hub technologique de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça notre ambition, d'être le meilleur endroit, la meilleure destination pour toute entreprise, tant locale qu'internationale, qui désire s'installer et conquérir la région ouest-africaine à partir de Grand Bassam. On s'attend à plus de 1000 milliards d'investissements dans la zone, beaucoup d'emplois, 40 000 emplois à créer à terme. Et c'est une machine qui est déjà en marche. Le VITIB s'est relevé depuis 2012-2013. À terme, 40 000 emplois, à terme, c'est dans combien de temps? Là, ça dépendra de notre économie, mais notre objectif, c'est d'ici une vingtaine d'années tout au plus, d'atteindre cet objectif-là. Docteur Maté, c'est le mot de la fin. Non, le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de la Fondation FAFED, on est sur le terrain. L'année passée, on a formé 3000 personnes. Cette année, on a un objectif avec le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse de former 65 000 personnes. Et ça, c'est une goutte d'eau. Pour moi, aujourd'hui, la priorité des investissements doit aller dans tout ce qui peut promouvoir l'entrepreneuriat, tout ce qui peut mettre des dispositions de ressources. Je me porterai en avocat du diable pour le directeur du VITIB et dire qu'il a peut-être besoin de 10 fois plus de moyens et que pour pouvoir faire plus. Parce que si nous avons d'ici 5 ans, 10 ans, nous passons à une population de 40 millions d'habitants et qu'on a 20 millions de jeunes qui n'ont pas de travail et qu'on arrête de leur mentir pour leur dire qu'on va vous donner du travail et qu'on leur dise la vérité. Dans tous les cas, le directeur général n'aura pas l'occasion de réagir puisqu'il a déjà donné son mot de la fin. Les perspectives pour l'Afrique du développement des technologies. Mais pour moi, les perspectives pour l'Afrique, c'est de créer 100 Ulrich, mais de ne pas négliger un programme de masse envers la population pour que plus de jeunes aillent vers l'auto-emploi et vers l'entrepreneuriat. Je promets que dans mes 40 000 emplois, il y aura 100 Ulrich. C'est noté. Ulrich, un dernier mot, si on devait faire une chose importante pour booster les startups. Je pense que c'est au niveau des compétences. Donc, montrer aux jeunes entrepreneurs, enfin quand je dis jeunes, ce n'est pas en âge, mais des personnes qui viennent de commencer à entreprendre, comment
vendent leurs produits à de grands marchés. Donc par exemple, quand je vois quelqu'un qui est ici, qui essaie de vendre son produit, mais c'est juste son quartier, mais comment est-ce qu'il peut utiliser Internet pour toucher quelqu'un qui est à l'autre bout du pays, voire à l'autre bout du monde? Donc il y a très peu de personnes qui le font actuellement en Afrique. Et je pense que si on arrive à montrer ça, c'est vraiment extraordinaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci à nos invités. Merci à Ulrich qui a fait le déplacement depuis Cotonou. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès. On sait qu'on va encore entendre parler de vous. Merci également à tous nos téléspectateurs. Sur ces mots prend fin cette émission. Je vous retrouve le 20 avril avec un sujet qui va tous nous intéresser puisque nous parlerons de l'aviculture, c'est-à-dire de la volaille. Vous pouvez suivre le replay de cette émission sur notre site internet www.rti.ci et sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Made in Africa 225 en un seul mot et laisser des commentaires. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Sophie Amdad, rédactrice en chef, Rigobert Baker, le réalisateur du plateau, les équipes de Made in Africa, Jean-Luc Bangbo, Cheikh Koné, Oumar Yameogo, Armel Zozo, Noël Kouakou, Jean-Louis Mendonça, Sephora Zegui et Roger Appé. Merci aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur RTI 1.